Bonjour, je suis Sébastien Cartlamy de Bordeaux Métropole. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelque chose qu'on a mis en place assez récemment dans notre système d'information. C'est le pipeline Big Data. Donc, on va voir un petit peu ensemble qui se cache derrière le Big Data et pipeline, et voir un petit peu comment cette solution a été pensée, a été mise en place pour venir compléter, boucher certains trous fonctionnels dans notre système d'information. Alors pour commencer, je vais parler un petit peu du contexte de Bordeaux Métropole, plus précisément de la data dans l'organisation. Donc, bon, juste pour situer un petit peu, Bordeaux Métropole, c'est une agglomération qui est composée de 28 communes, hein. Donc anciennement la Cube communauté urbaine de Bordeaux jusqu'à 2015. On était en 2019 à 800 000 habitants. On est un petit peu plus aujourd'hui. Et donc, cette collectivité, c'est plus de 5000 agents internes. Et donc, dès qu'on arrive au niveau de l'informatique, donc direction générale du numérique et des systèmes d'information, on est à environ 300 agences hors prestataires, hein. Et on gère, en plus du système d'information de Bordeaux Métropole, 18 communes sur les 28 qui ont mutualisé leur informatique. Plus précisément, donc, je suis dans le service valorisation et management des données territoriales. Donc, c'est un petit peu ici où la data commence. Ce service est scindé en deux centres. Le centre géoservice, qui va s'occuper plutôt des données géographiques, et le centre data service, qui va s'occuper plutôt des données au sens beaucoup plus large. Et c'est dans ce centre que je suis, donc précisément dans le domaine ingénierie data. Et ce centre est composé d'une partie de 3 personnes qui font de la BI décisionnelle et de la data science, et de 5 personnes qui font vraiment de la data pure, avec tout ce qui est collecte, stockage, donc dans le data lake qu'on va évoquer, dans Metropub aussi qu'on va évoquer, qui est une solution interne. Nous gérons aussi tout ce qui est diffusion de données en interne de Bordeaux Métropole et en externe via la plateforme qui s'appelle Extra Data Web Service. Et nous gérons aussi le site opendata.bordeauxmétropole.fr, qui est notre plateforme de diffusion de données grand public. Mon rôle dans cette organisation, dans ce service, plus précisément, donc c'est d'une part expertise sur toutes les technologies Oracle spatial un peu plus précisément, donc SQL et du MongoDB sur la partie NoSQL. Il y a tout ce qui est l'intégration et diffusion dans l'écosystème Big Data. Donc, tout ce qui est réflexion un petit peu sur comment industrialiser les process d'intégration, les process de diffusion. Je travaille également sur le développement de la suite Extra Data Web Service, donc ça, on va un petit peu en reparler, qui est notre technologie de diffusion de données, basée ici, c'est du PHP et du Node.js, hein, donc c'est plusieurs briques un petit peu complémentaires. Je suis également formateur école interne sur FME Desktop, depuis un certain nombre d'années, et je gère aussi avec mes collègues la toute nouvelle plateforme FME Server qu'on vient juste de mettre en place. Et aussi, je fais parfois de la conception et du développement d'applications, exclusivement des applications full web, hein, qui vont travailler sur les datas servies par nos web services. Donc, vous pouvez en trouver une, par exemple, qui est publique, qui est Magneto, qui est accessible sur le site de Bordeaux Métropole, qui permet de voir le trafic en temps réel et aussi de faire un petit retour sur l'historique du trafic. Donc, cette application se sert vraiment de ce qu'on va voir prochainement dans la présentation. Donc, un petit peu d'historique sur pourquoi on en est arrivé à faire du big data Bordeaux Métropole, pourquoi on est passé très exactement des SGBDR à du big data. Donc, historiquement, chez nous, la data, on avait un SGBD pour le décisionnel, hein, donc pour la BI. Donc, c'est vraiment un silo qui va d'un côté récupérer les données métiers, donc c'est essentiellement soit de la base de données, soit du fichier que l'on va charger dans la base, et les applications BI vont s'en servir pour les exposer, les mettre en scène. Et nous avions aussi l'équivalent pour le géographique, donc le SGBD Oracle, qui s'appelle Metropub, qui est le stockage des données géographiques, qui va récupérer pareil des données base fichier et un petit peu de web service aussi, qui va les stocker, les remettre en forme et les diffuser sur donc les applications Carto, donc tous les SIG internes utilisent
cette base comme source qui va être diffusée avec les web services Extradata et aussi pour le portail Open Data de la métropole. Donc voilà, donc ça c'est cette architecture qu'on a en place depuis une bonne dizaine d'années, qui a un petit peu évolué, mais sur le principe, ça existe depuis 10 ans. Donc on va s'attarder un petit peu sur Metropub pour bien comprendre le mécanisme de fonctionnement. Donc c'est une base Oracle qui a une petite particularité, c'est une base Oracle active, c'est-à-dire elle est conçue avec du code PLSQL actif qui va faire un certain nombre de choses. Donc c'est la base qui va gérer toute la récupération et la diffusion de données. Donc cette base stocke les données SIG temps réel. Sous-entendu, c'est les données à date. C'est-à-dire que si on prend une donnée qui a trait à des choses qui bougent, par exemple les bus, quand on va stocker la donnée des bus, on va stocker l'état des bus à un instant T. Si on revient 1 minute après, ça sera l'état des bus aura évolué et on stockera que l'état actuel. On ne stocke pas d'historique, on ne stocke pas de plusieurs états, on stocke qu'un seul état, c'est l'état temps réel. Donc c'est valable aussi pour toutes les données qui bougent beaucoup moins, tout ce qui est le cadastre, voilà, toutes les données SIG de référence, elles sont stockées avec leur dernière version dans cette base. Donc le principe, c'est en trois temps, hein, le principe de ce système, et c'est assez important pour la suite. Il y a d'abord la collecte. On va chercher les données qui nous intéressent, que l'on va charger dans Metropub. C'est Metropub qui le fait, hein, c'est la base qui va physiquement se connecter aux sources de données et les charger. Ensuite, donc, elle va les stocker. Hein. Donc, il y a quand même une petite différence entre les données métiers d'origine et la façon dont on les stocke, puisqu'il y a une remise en forme du modèle de données pour une simplification et pour que ce soit plus utilisable de façon transverse. Hein, c'est volontaire. Donc, une fois qu'on a ces données en temps réel, on va quand même indiquer à chaque fois qu'on fait une petite mise à jour sur une donnée, on va indiquer dans un petit broker de messages, hein, on reviendra à ce que c'est juste après sur un broker de messages, Metropub va indiquer, j'ai mis à jour telle donnée, si on reprend nos bus par exemple, j'ai mis à jour tel bus, tel bus, tel bus, tel bus, ils sont à tel endroit et il y a telle donnée qui ont changé. Ils mettent ça dans un petit broker de messages. Et on a notre deuxième base qui s'appelle MetroMongo, qui est un MongoDB, qui est abonné à ces messages et qui, elle, par contre, va historiser tous les changements. Donc, toute modification qu'il y a sur les données, c'est historisé dans MongoDB. Donc, c'est un Node.js qui est câblé derrière le MongoDB, qui gère le lien entre Oracle et MongoDB. Donc, avec ces deux bases, on a la donnée temps réel sur Oracle et la donnée historique sur MongoDB. Une fois qu'on a toutes ces données stockées, on va vouloir les diffuser. Donc, on retrouve Extradata Web Service, qui est nos API de diffusion. Donc, historiquement, on a tout ce qui est WXS, donc WMS, WFS, WPS, WMTS aussi. Donc, ce sont les normes géographiques. Et depuis un petit peu plus récemment, on a du GeoJSON, qui est avec du Node.js, qui est un petit peu plus performant. Et donc, via ces API-là, on peut requêter les données, soit en temps réel, soit en historique. On peut faire un certain nombre d'agrégations. On peut récupérer pour une période. Voilà. Donc, il y a tout un tas de fonctions délivrées par ces web services qui sont publiques. Vous y avez accès via l'Open Data de Bordeaux Métropole. Et donc, ça diffuse nos données en interne comme en externe. Et aussi, on a les applications cartographiques historiques, tous les SIG internes qui sont connectés à la base. Quelles sont les limites de cette infrastructure basée sur Oracle? Qu'est-ce qui est un peu limitant pour qu'on voulait faire? Alors d'abord, on a une intégration, les types de sources. Donc quand je dis type de source, c'est fichier, web service, base, qui est limitée. Typiquement, on ne sait pas manger de l'IoT, on ne sait pas quand les web services sont un peu complexes, en PLSQL c'est un peu compliqué à consommer. On ne sait pas lire les brokers de messages, on ne sait pas lire les très grosses volumétries aussi, ça pose assez vite problème. Donc voilà, ça c'était limitant. Autre chose qui était limitant, c'est le coût d'intégration. Donc quand on a une source de données, il faut que dans Metropub, nous typions la couche de données cible, c'est-à-dire qu'on fasse le modèle de données, tous les champs avec leur type. Et c'était une condition préalable avant d'intégrer la donnée. Il faut d'abord faire le modèle de données. Donc, ça veut dire qu'il y a un temps de compréhension de la donnée source, d'analyse, de projection, si le modèle n'est pas exactement le même. Voilà. Donc, ça, c'est un coût assez cher. Même si sur Metropub, il y a une console full web d'administration, donc qui simplifie un petit peu l'intégration. Mais il n'empêche qu'on ne peut pas intégrer si on n'a pas modélisé avant. Autre chose très bloquante, c'est le modèle n'est pas évolutif. Typiquement, si on a une source de données externe que l'on ne maîtrise pas,
et que la source externe change son modèle de données. C'est-à-dire qu'elle rajoute des champs, elle enlève des champs, elle renomme des champs, ou elle change de data type. Et ben déjà, c'est bloquant pour notre système. C'est-à-dire qu'il faut qu'on modifie notre système pour prendre en compte les modifications. Et ça nous pose problème aussi pour le stockage de l'historique. C'est-à-dire que, bah oui, mais si on a stocké l'historique et que le modèle a changé au cours du temps, ben, on ne sait pas l'afficher. C'est assez compliqué. Et puis d'autres les limites très liées au SGBD, c'est la capacité de stockage est quand même relativement limitée. Hein. On se met à l'échelle du big data, c'est-à-dire on parle de plusieurs téras de données. Oracle, dans notre version, on a du Oracle standard comme beaucoup à cause des coûts de licence. Oracle standard, il est un peu limité sur la quantité, hein, c'est-à-dire que si on n'a pas les partitions, ce genre de choses, eh ben on a des difficultés à requêter et c'est assez inutilisable. MongoDB a donc un petit peu contourné cette limite parce que MongoDB gère très très bien les grosses volumétries, mais voilà, ça répondait pas à tout ce qu'on aurait besoin de faire. Et il y a pareil, limite de la scalabilité. Donc, la scalabilité, c'est la possibilité d'ajouter des ressources en fonction des demandes et de la charge. Donc, sur ce genre de base, on ne peut qu'ajouter de la mémoire du CPU, mais ça résout pas tous les problèmes. C'est voilà, très vite limité. On peut pas avoir, même si on avait 50 CPU, c'est pas ça qui résoudrait les problèmes de performance. Donc, on en est venu à se poser la question, on ne devrait pas mettre en place plutôt Big Data. Donc, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'est le big data à travers notre prisme. Hein. Donc, c'est une vision assez simplifiée, juste pour qu'on comprenne un petit peu le périmètre à Bordeaux Métropole. Et donc, le data lake étant la solution que l'on a mis en place pour gérer ce big data. Donc, le principe du data lake à Bordeaux Métropole sont les suivants. On voulait quelque chose qui nous simplifie l'intégration, c'est-à-dire que l'on soit capable d'ajouter des sources de données assez facilement, sans devoir passer par toutes ces phases compliquées de modélisation et d'analyse de sources. On voulait pouvoir faire des requêtes sur de la très grosse volumétrie. Donc, comme je disais sur Oracle, dès qu'on a des tables de plusieurs millions d'enregistrements, ça devient un petit peu long. Alors que là, on voulait pouvoir justement lancer des traitements qui étaient capables d'aboutir sur des très gros volumes de données. Être capable de faire de l'historisation froide, c'est-à-dire stocker une très grande profondeur de données. Donc, gérer de la donnée, beaucoup de données sur des très, très grands laps de temps. Donc, être capable de le faire. Et donc, d'être capable de le requêter, bien évidemment. Et, très important, pouvoir s'interfacer avec le SI existant. Donc, l'objectif n'étant pas de supprimer ce que je vous ai présenté juste avant, c'est bien de compléter et de venir s'interfacer, soit en entrée, soit en sortie, avec justement les SGBD et le NoSQL qui existaient. Donc, Bordeaux Métropole a choisi Cloudera comme solution de Data Lake. Donc, l'avantage de cette solution, c'est que on est capable de stocker des dizaines et des dizaines de téras avec un coût qui est quand même inférieur au téra à ce que ça serait sur un SGBD classique. Donc on a l'avantage des performances réparties. Donc, une base de données, vous avez une base et vous pouvez mettre toutes vos requêtes que sur cette base-là. Avec le principe de Cloudera, on va avoir des nœuds. Donc, un nœud, c'est un serveur. Des nœuds de data. Et les data vont être répartis sur ces nœuds et dupliqués aussi. Et tous les traitements vont être projetés sur les différents nœuds. C'est-à-dire qu'on va lancer un traitement, une requête, de recherche. Elle va être exécutée en même temps sur tous les nœuds et les nœuds vont renvoyer le résultat. Donc aujourd'hui, on a 3 nœuds de data plus 8 serveurs. Hein, donc le cluster Big Data, c'est 11 serveurs pour gérer toutes ces données et tous les outils qui gravitent autour, hein, qu'on va un peu voir tout à l'heure. Scalabilité horizontale, donc si demain on n'a pas assez de ressources, on peut rajouter des nœuds très facilement. Que tout notre système est instancié avec du Ansible, qui est un outil de génération qui nous permet de générer des serveurs assez facilement. Donc demain, on peut rajouter un nœud, 2 nœuds, 3 nœuds sans aucun problème. Redondance, donc les informations sont dupliquées sur les nœuds, ce qui fait que s'il y a un nœud qui tombe, on ne perd pas les données. On peut mettre à jour un nœud sans rompre le service. Et donc, c'est important de comprendre, c'est le principe du data lake. C'est pas un outil, le data lake. Hein. Cloudera, c'est pas un outil. Cloudera, c'est un ensemble d'outils. Il y en a énormément. Je pourrais même pas tous vous les citer. Mais voilà, ces outils permettent de gérer le data lake. Il y en a qui gèrent le stockage, il y en a qui gèrent la requêtage, il y en a qui gèrent les droits, il y en a qui gèrent la diffusion, et ainsi de suite.
Donc, je vous en ai listé quelques-uns. Et aussi, quelque chose d'assez intéressant qu'on ne fait pas facilement avec un SGBD, c'est le lignage. Le lignage, ça nous permet de gérer les données, la diffusion des données RGPD. Typiquement, si on a un champ avec des données personnelles en source, on est capable de savoir, à partir d'une table qu'on a stockée dans le data lake, de dire cette table, elle est diffusée dans cette autre table, dans cette autre table, et ce champ-là, il est accessible ou pas par héritage sur toutes les tables. Donc, c'est ce principe de lignage qui est conforme au RGPD et qui nous permet vraiment de gérer ces données. Donc, à quoi ça ressemble l'infra data lake? Donc, le data lake, avec son beau logo de poulpe, il va prendre, comme on a vu tout à l'heure, même principe, on va avoir des données en entrée. Alors, à petite différence que là, on peut avoir de l'IoT, du broker de messages, ce qu'on n'avait pas tout à l'heure. On va servir d'un ETL pour les charger dedans, pour les collecter. Donc, l'ETL, on reviendra un petit peu tout à l'heure. À l'intérieur du data lake, on va faire tout ce qui est historisation et réconciliation. Donc, réconciliation, c'est le fait d'avoir plusieurs données différentes et d'aller les fusionner en faisant des jointures, par exemple, pour en faire un nouveau jeu de données. Et aussi, la dernière phase, on va les diffuser. Donc, soit on va faire de la recherche, data crawling, donc avec des outils comme Hive Impala. Donc, ce sont des outils qui permettent de faire du SQL, data lake. Donc, c'est assez facile pour les gens qui viennent du SGBD. On peut faire une requête SQL sur une quantité de données assez importante. On va utiliser un ETL pour les diffuser dans nos SGBD historiques, donc le Oracle et le MongoDB. Et on va aussi avoir le Data Lab, qui est un outil interne pour la data science. Et donc, une fois qu'on est dans nos SGBD, là, je reviens un petit peu au-dessus, on retrouve ce qu'on a vu tout à l'heure, la diffusion extra-data web service et les applications BI. Et donc, par-dessus ce data lake, nous, on a construit quelque chose qui s'appelle le pipeline. Donc, il y a quelque chose qui n'était pas inclus dans le data lake tel qu'il a été livré. Hein, c'est quelque chose qui a été fait en interne chez nous. Et donc, le pipeline, on va voir que ça nous permet de faire toute la chaîne que je viens de vous montrer, l'intégration, stockage et diffusion, de bout en bout, assez facilement. Au tout début, quand on nous a livré le data lake il y a 3 ans, comment on faisait pour charger et diffuser de la donnée? Donc, pour chaque jeu de données, on avait un nouveau jeu de données, un web service par exemple, on prenait un ELT. Alors, c'est pas un ETL, c'est un ELT, c'est un tout petit peu différent, mais le principe est similaire. Ça s'appelle Nifi, qui est intégré au data lake, qui nous permettait de charger ces données. Donc, je vous ai mis une petite capture d'écran de Nifi. Alors, toute ressemblance avec votre ETL préféré est fortuite. Mais je vous assure que c'est nettement moins user-friendly que FME. C'est un euphémisme. Mais voilà, Nifi, c'est un ELT qui permet de faire du temps réel. C'est un petit peu différent de FME. C'est quelque chose qui est fait vraiment pour je prends la donnée à l'endroit et je l'écris ailleurs. Voilà. C'est en temps réel et sans rupture, sans perte de données et sans rupture. C'est tout ce que ça fait. Le côté transform, c'est pour ça que j'ai mis le petit T, donc extra de load and transform. Le petit T entre parenthèses, il n'est pas très bon pour le transform. Il ne faut pas trop lui en demander. Voilà. C'est pour ça que le FME sur le côté transport est nettement plus performant. Donc, ce qu'on faisait avec Nifi, on prenait ces données, on allait stocker en Parquet. Donc, Parquet, c'est un format big data de stockage. Il y a de gros avantages parce qu'on peut faire des fichiers extrêmement gros. On ne peut pas, par contre, faire de modifications. Le Parquet, c'est du annuler en place ou ajouter. Donc, on peut qu'ajouter à la suite du fichier des données ou remplacer que des sections entières qui sont des sections qui font partie d'une partition. Mais c'est très performant après pour le stockage et pour le requêtage. Donc, au départ, on va stocker ces données dans ce qu'on appelle un staging, une espèce de schéma de réception. Typiquement, si on a une donnée sur les entreprises, par exemple, qui se met à jour tous les jours. Donc, tous les jours, on va aller rechercher ces entreprises. Donc, on va chercher les entreprises du jour, on va les stocker dans le staging. Et une fois qu'on les a toutes, on va faire le comparatif avec la fusion, plus exactement, avec les données qu'on avait de la veille et de l'avant-veille, tout l'historique. Donc, ce staging, on va le merger dans une table qu'on appelle All State. Donc, All State pour tous les états, c'est-à-dire tous les états des données depuis l'historique qu'on a. Donc, cette table All State va comporter tout l'historique de toutes les données de nos entreprises. C'est notre jeu source. Donc, ça, c'est le stockage. Et maintenant, on va vouloir diffuser ces entreprises. On va prendre ce tableau state, on va l'extraire, on va la remodéliser éventuellement si on veut changer un petit peu le modèle pour que ce soit plus consommable en interne. Et on va créer donc la dernière table qui est la table de diffusion, qui s'appelle History.
Voilà. Donc on a ces trois étapes dans le stockage. Donc c'était comme ça qu'on faisait, hein. Donc tout manuellement, hein, à chaque fois. Donc on devait écrire les jobs Nifi. Donc les limites, c'est que pour chaque source de données, on faisait un traitement dédié et spécifique de bout en bout sur les trois étapes qu'on voit au-dessus. C'était aussi du model first, c'est-à-dire que la première table parquet qu'on voit et par extension les suivantes, elles ont un modèle de données figé avec des data types. Et c'est un peu dommage d'enlever de l'oracle pour mettre quelque chose il faut faire exactement la même chose dès le départ, à savoir modéliser avant de pouvoir stocker. Et donc on avait effectivement autant de jobs Nifi qu'il y avait de sources de données, on était obligé de recopier un petit peu chaque étape. Et voilà, des petites particularités à Nifi, tout est mélangé, il n'y a qu'une seule interface pour tous les jobs, c'est un peu embêtant. Et le dernier point, c'est que le parquet, c'est du push only, comme je vous l'ai dit, c'est-à-dire que le fichier parquet ne supporte pas l'update ou le delete. C'est pas possible. On ne peut qu'ajouter des données ou remplacer une partition entière. Donc, fort de ça, on a dit qu'on allait essayer de faire un système qui, justement, levait toutes ces limites. Et donc, c'est le pipeline Bordeaux Métropole. Alors, on va ensemble pourquoi pipeline. Donc, le pipeline, faut imaginer ça comme un tuyau qui, vraiment, où on rentre les données d'un côté et elles vont automatiquement cheminer et ressortir derrière à la diffusion. Et ce qui se passe au milieu, l'opérateur qui va ajouter la donnée ne le sait pas et n'a pas à s'en occuper. Donc, on reprend nos données sources. Et là, on va voir apparaître notre ETL préféré, pour le coup, FME. Donc, nous, c'est stocké sur du FME serveur, en l'occurrence. Donc, le principe, c'est que quand on veut rajouter une nouvelle source de données, on va créer un workbench FME et on va le mapper directement avec le pipeline, qui est un transformer personnalisé qui est stocké dans FME serveur. Et donc, on va juste mapper ces données-là. Donc, qu'est-ce que va faire le transformer? Les données, il va les envoyer dans un Kafka. Alors, un Kafka, c'est un broker de messages. Alors, très rapidement, je vais un petit peu vous expliquer ce qu'est un broker de message. Un broker de message, faut imaginer une file, ce qu'on appelle une queue en anglais, une file où on va mettre des choses à gauche. Donc, un producteur va pousser des messages. Donc, généralement, les messages, c'est du JSON, assez habituellement. Il va pousser des messages et sur le côté droit, on va avoir des consommateurs qui vont s'abonner à la pile des messages. Et dès qu'un message arrive, il va être distribué sur tous les consommateurs. Et l'avantage non négligeable, c'est que chaque consommateur peut consommer à la vitesse qu'il le veut sans impacter les autres consommateurs. Il y a une redondance des messages, c'est-à-dire que si il y a un des serveurs du Kafka qui tombe, ça marche quand même puisque c'est un cluster de plusieurs messages. Et il y a un historique des messages, c'est-à-dire qu'on est capable de revenir aussi en arrière sur des messages passés. Donc ça permet vraiment une séparation entre le producteur et le consommateur, et ce qui est vraiment au niveau architecture du système d'information, c'est très important et très utile. Donc on va pousser ces données dans le Kafka. Donc on imagine, on reprend nos entreprises, hop, les entreprises du jour, on les pousse toutes dans le Kafka en JSON. OK. Donc, à l'intérieur du pipeline, il y a un système. Donc, tout le pipeline est conçu avec Nifi en interne. Il y a un système qui va lire le Kafka et qui va pousser toutes les entreprises qui reçoivent hop, dans un fichier parquet. Donc là, ce n'est pas gênant que ce soit du parquet puisqu'on fait que pousser. Donc, on insère à la suite. On insère. Et dès que notre traitement FME a fini de charger toutes les entreprises, le petit bloc interne, le bloc personnalisé qui contient le pipeline, va mettre un petit message qui dit « J'ai fini avec les entreprises ». Et donc, ça va déclencher une autre action qui dit « OK, je vais prendre le fichier parquet qui a été fait, donc qui sont les entreprises du jour, et je vais les fusionner avec toutes les entreprises que j'avais stockées de la veille, de l'avant-veille, le tout historique. » Et donc ça, la petite différence, c'est que c'est fait avec de l'Apache ORC. Donc c'est un autre format de stockage qui a l'avantage non négligeable, c'est on peut faire de l'update, du delete insert update. Et donc là, on va faire de la fusion avec les anciens états. Donc on peut faire la mise à jour dans certains cas de figure. Mais voilà, on va fusionner avec les anciens états. Et surtout, et c'est très important, il n'y a pas de modèle de données. C'est que les données sont toutes sérialisées en texte, en JSON. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos données sources, nos entreprises, elles sont JSON, donc c'est un texte, et ce texte est stocké dans notre table all state, la table ORC, telle quelle. Ça veut dire que, quel que soit le modèle de données au cours du temps, même s'il change,
Même si un jour, il y a des champs en plus, en moins, des types qui changent, on stocke tout. Ça pose aucun problème. Et on est capable d'intégrer sans modéliser. On prend les données telles quelles. Gros avantage. Ensuite, dès que le traitement a fini de faire sa petite mise à jour sur le champ état, il va mettre une petite pièce dans Kafka en disant « j'ai fini cette étape de stockage ». Et ça va déclencher un autre traitement, qui est le traitement de diffusion, qui, lui, elle va prendre notre table et va la transformer au modèle, on va appeler le modèle BM, Bordeaux Métropole, qui est le modèle plus standard, un peu plus simplifié, avec des data types un peu plus standardisés, et qui sera donc mis à disposition de tout le monde. Et donc, une fois que ce traitement a fait ça, il va mettre aussi une pièce dans Kafka en disant « j'ai fini cette étape ». Et donc, dernière étape, la diffusion au sens large dans les SGBD qu'on a vu précédemment. Donc, alors aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on n'a pas fait encore en prod, hein, c'est encore en prototype, mais c'est en cours. A priori, ça va être plutôt du FME. Alors aujourd'hui, on a fait du sur Oracle, on a fait plutôt avec du Nifi en test. À voir. Sur MongoDB, on va le faire plutôt avec FME parce que FME gère plutôt bien le MongoDB et le JSON. Mais voilà, donc on va diffuser les données issues de cette dernière étape dans les bases de données et après toute la suite de diffusion habituelle que je vous ai déjà présentée. Donc voilà, donc le pipeline, c'est une boîte noire qui permet très facilement, l'opérateur a juste à faire la partie Workbench FME sur la gauche pour intégrer une nouvelle donnée. Et donc, il y a quelques petits outils qui gravitent autour. Il y a la console d'admin web du pipeline qui permet de gérer les différentes couches de données en disant je veux la diffuser à tel modèle. À un moment, il faut quand même passer du JSON à un vrai modèle qui existe. Voilà, et qui va un petit peu gérer aussi les diffusions au niveau des HDBD. Et très important, le dictionnaire de données qui va documenter tous les modèles. Donc, les avantages de ce pipeline sont que les coûts d'intégration sont très réduits. On crée un job assez simple qui va utiliser le transformer après qui va gérer tout le pipeline, un job FME, on s'entend. On a possibilité de gérer deux modes. Donc, le mode historique, ça permet d'intégrer des données qui ont déjà de l'historique dans la source, c'est-à-dire qu'ils vont gérer des états déjà dans la source et on va les pousser tels quels, ou d'historiser des données temps réel, donc typiquement un web service qui va donner le trafic en temps réel. À chaque fois qu'on va l'interroger en état du trafic, et ben là, on va prendre ce web service et on va l'historiser à chaque fois qu'on le voit et on va faire le différentiel avec les versions précédentes. Modèle d'entrée évolutif, il y a pas on stocke pas le modèle a priori, donc le modèle peut changer autant qu'il veut au cours du temps. Et on sera capable, après, au moment où on le diffuse, de stabiliser le modèle, c'est-à-dire on sait qu'entre telle période et telle période, le champ, il était comme ceci, et entre telle période et telle période, le champ était comme cela. Et donc, on va faire en sorte de fusionner ces deux types pour en faire qu'un seul à la sortie, pour que ce soit transparent pour les outils in fine. Voilà, c'est exactement ça, le modèle diffusion stable, qui reste le même à la sortie, quelle que soit l'évolution de la source. Et très important, le processus est idempotent, dans le sens où on peut réexécuter son pipeline plusieurs fois d'affilée, ça régénérera la même chose. Il n'y a pas de risque d'écraser les données. Et surtout, on est en cascade, comme on a vu, hein, c'est de gauche à droite. Dès qu'on fait quelque chose à un endroit du pipeline, ça régénère les mises à jour en cascade en suivant. Donc, je vous ai mis quelques petites captures de ce que ça donne avec FME. Donc voilà, donc en bleu, vous avez un des deux transformers, les deux, il y a le snapshot en haut et le history en bas, qui sont donc les transformers personnalisés qui gèrent le pipeline. Donc vous voyez très facilement en haut un fichier GeoJSON, je mets un reader GeoJSON et je le connecte au pipeline, ça marche. En dessous, on a fait l'exercice avec un web service JSON, donc pas standard, avec des champs lonlat, comme on a bien l'habitude de voir. Donc vous voyez, il y a les trois transformers, ils servent juste à créer un point et à projeter. Et après, ça pousse dans le pipeline. Donc extrêmement simple. Et donc voilà, je vous montre un petit peu les paramètres là, de ce bloc. Ils sont en somme, ils sont assez simples. Hein. On a besoin du nom de la couche pour savoir où est-ce qu'on la stocke. On a besoin d'un champ qui est l'ID. Ça nous permet de traquer les états de l'objet au cours du temps. Donc un champ, alors il s'appelle pas forcément ID, hein, il peut s'appeler comme on veut, mais on a besoin d'un champ qui sert d'identifiant. Et on a besoin de deux autres champs qui sont, quand c'est en mode historique, qui sont date de début, date de fin. C'est comme ça qu'on stocke les états d'un objet au cours du temps. Donc un état va commencer à un instant T, va finir un autre instant T plus 1, avant de commencer un autre état. Et éventuellement la projection, puisque le pipeline c'est de reprojeter automatiquement les données.
Voilà, pour terminer, les limites de notre pipeline et les évolutions qu'on est en train de faire. Donc, il est en cours de déploiement, hein, c'est quelque chose de relativement récent. Hein, on n'a pas encore toutes nos données dessus, c'est vraiment en cours. Donc, pas d'historisation du temps réel. C'est quelque chose qui utilise donc l'infra Data Lake, qui est quand même quelque chose d'assez performant, mais lent. C'est-à-dire que c'est pas fait pour faire du temps réel avec des temps de réponse de quelques millisecondes, de quelques secondes. Ça, c'est les SGBD qui font très bien ça, mais le Big Data n'est pas fait pour ça. Donc, tout ce process met du temps, donc c'est plutôt du batch, c'est plutôt du différé, du traitement par lot, qui n'est pas forcément un problème pour l'instant. Hein. Donc comme je l'ai dit, hein, le data lake en tant que lecture n'est pas adapté au temps réel, hein, puisque les requêtes, quand on lance une requête, elles vont s'exécuter sur tous les nœuds et ça met plusieurs secondes. Donc on imagine 500 clients qui vont lancer des requêtes en même temps. À partir des web services, c'est pas possible. Donc c'est pour ça qu'on va diffuser via les SGBD et le NoSQL qui, eux, supportent extrêmement bien ces accès de temps réel. Et donc ce pipeline est vraiment complémentaire à notre infra existante. Il n'a pas vocation à la remplacer, c'est vraiment s'intégrer complètement dans tout ce qui existe. Donc les évolutions que l'on mettra en place à moyen terme, hein, ça va être le temps réel justement. Donc là, on suppose de l'interfaçage avec notre Kafka qui est en tout début avec de l'Oracle pour que justement la donnée temps réel parte directement dans la base MetroPub et puisse servir le temps réel avec l'historisation qui se fera en parallèle en arrière-plan sans pénalité. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le pipeline Big Data de Bordeaux Métropole.